Bonjour, Bonjour à tous. Bonjour à tous et toutes. on attend encore quelques minutes que les participants et participantes se connectent avant de démarrer. J'attends encore une minute et puis on va démarrer. Je vous propose qu'on démarre. Bonjour à toutes et tous. Ravie d'être avec vous ce matin pour notre webinaire Comment innover par le design pour rendre plus soutenable le business model. Avec Annabelle Harry, que je remercie pour sa présence et de prendre part à ce webinaire. Ce webinaire, il est organisé dans le cadre de la France Design Week. Peut-être que certains et certaines d'entre vous connaissent. La France Design Week, c'est un événement national, c'est la 5e édition et ça vise sur l'ensemble du territoire à valoriser toutes les pratiques de design auprès du grand public, des entreprises, des étudiants. Et donc en Bretagne, là on arrive à la fin de la France Design Week, mais si vous voulez voir les événements qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu, je vous invite à aller sur le site de la francedesignweek.fr. On est ensemble de 9h30 à 11h. Le webinaire est enregistré. C'est la raison pour laquelle les caméras et micros sont pour l'instant éteints. Rapidement, moi je suis Lumna, je suis chef de projet au sein de Bretagne Compétitivité. Bretagne Compétitivité, c'est une association dont la raison d'être, c'est renforcer la compétitivité des entreprises par l'innovation et la prise en compte des transitions écologiques, technologiques et économiques. On accompagne les entreprises bretonnes, tous secteurs, dans leur développement. En tant que référent de confiance et de proximité, on travaille en étroite collaboration avec les chambres de commerce et d'industrie territoriales. Et on est également au cœur de l'écosystème breton puisqu'on appuie plusieurs acteurs publics dans la conception et le déploiement de programmes régionaux. Et c'est notamment le cas de ce webinaire. Il s'inscrit dans une convention qu'on a avec l'ADEME et ma collègue Adélie qui est présente vous en reparlera à la fin de ce webinaire.
Donc très rapidement, on est 24 collaborateurs à Bretagne Compétitivité. C'est plus de 430 entreprises bretonnes accompagnées l'année dernière, et on a également beaucoup d'actions collectives, dont fait partie celle-ci. Et on organise notamment on a un gros programme collectif qui s'appelle Chrysalide Écoactivité, et aussi l'Open de la transition écologique et énergétique qui a eu lieu en juin l'année dernière à Quimper, et dont il y a eu pendant cet événement la remise des trophées Chrysalide Écoactivité. Donc on, on a aussi on a plusieurs conseillers d'entreprise qui font du service individuel aux entreprises. Je ne vais pas m'épancher là-dessus plus longtemps. On pourra en reparler à l'issue du webinaire. Vous aurez la présentation, nos axes d'intervention. Et très rapidement aussi, donc ici nos prochains événements. Donc on a aussi un programme d'action autour de l'adaptation au changement climatique. Donc le 17 octobre, on aura un événement, un webinaire à ce sujet, donc risque climatique, quel enjeu pour mon entreprise, et également le même jour un webinaire autour de la gouvernance démocratique qu'on co-organise avec la CRES et TAC BZH. Voilà, on vous transmettra aussi les liens avec plus d'infos à l'issue de ce webinaire. Donc sans plus attendre, quelques règles de fonctionnement pour l'heure et demie qu'on va passer ensemble. Donc comme je le disais à l'instant, pour l'instant, les caméras et micros sont coupés. Donc on vous invite à poser vos questions dans la conversation Teams. Et il y aura également un petit temps de quiz au départ, donc vous pourrez répondre aux questions dans la conversation. Et ensuite, après la présentation d'Annabelle, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, on ouvrira à ce moment-là les micros et caméras pour pouvoir avoir des échanges en direct. Du coup, Annabelle, je te passe la parole. Très bien. Eh bien, je vais dans un premier temps partager mon écran et ensuite je me présenterai et enfin je présenterai les objectifs de ce webinaire. En tout cas, je suis ravie d'être avec vous et je remercie Bretagne Compétitivité de m'avoir convié à l'animation de ce webinaire. Alors donc, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez ma présentation? Parfait. Donc là, effectivement, la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment innove-t-on par du design pour rendre plus soutenable, plus régénératif, plus viable le business model. Quand je parle de business model, je parle au sens modèle d'affaires. Parce qu'on a souvent tendance à mettre derrière business model, modèle économique. Donc là, je me focalise vraiment sur le modèle d'affaires à travers ce webinaire. Et je pourrais donner plus d'explications sur la différence entre modèle économique et modèle d'affaires, mais chaque chose en son temps. Alors, qui suis-je? Eh bien, je suis accompagnatrice auprès des entreprises en faveur de la transition, surtout économique et écologique des entreprises, et je m'appuie sur les outils et méthodes de design circulaire et régénératif. Et je m'intéresse aussi à accompagner les entreprises autour de l'innovation servicielle, et ce, dans une démarche d'économie de la fonctionnalité de la coopération. C'est pour ça que je parle de trajectoire EFC. Je vous en parlerai très rapidement de ce type de modèle innovant autour des services. Je suis également consultante en numérique plus soutenable, plus sobre. Et enfin, je fais également des missions en chefferie de gestion de projets design.
J'interviens dans les écoles supérieures et en entreprise en tant que formatrice sur les sujets que je viens d'évoquer et je suis animatrice pro des ateliers d'automne, en tout cas un atelier que j'adore animer. Alors, ma formation s'appuie sur plusieurs connaissances. La première, c'est que je suis membre certifié de la communauté Circulab. Donc, ça veut dire que j'ai été formée sur une méthode de design circulaire développée par l'agence de design de Circulab. Et donc, je fais partie d'une communauté de plus de 80 membres de Circulab à travers le monde entier. Et par ailleurs, j'ai été formée sur l'accompagnement à la trajectoire de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et dans ce cadre, je suis adhérente du club Terre EFC, qui est basé en Île-de-France. Alors, je partage un peu ma vie entre l'Île-de-France et la Bretagne, là où je vais m'installer dans les prochaines années. Donc, pourquoi je parle du club EFC? C'est parce qu'il y en a un petit peu partout dans toute la France, enfin un petit peu partout, en tout cas dans différentes régions. On aura l'occasion éventuellement d'en reparler à la fin. Alors, les objectifs du webinaire, eh bien, c'est de pouvoir comprendre le pouvoir du design pour innover de manière plus responsable. Le deuxième objectif, c'est d'appréhender les principes issus de l'économie circulaire et régénérative. Et enfin, s'emparer du design circulaire et régénératif pour un business model viable, respectueux des écosystèmes vivants, humains et aussi non humains, parce que les humains font aussi partie de ces écosystèmes, puisqu'on a tendance un peu à tout séparer, et c'est malheureusement l'esprit cartésien. Bon, il y a du bon et du moins bon. Alors, je voudrais vous poser quelques questions. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais vous poser une première question et je vous invite à à choisir la bonne réponse selon la question que je vous pose. Alors, à votre avis, à combien estimez-vous le nombre de tonnes de déchets produits chaque seconde? Alors, je précise bien chaque seconde dans le monde. Est-ce que c'est 10 tonnes, 30 tonnes, 70 tonnes? En fait, là, je viens de me rendre compte que je ne peux pas avoir les réponses. Parce Alors, on que va je suis vous en les mode. dire. On va vous les dire. Oui, Alors, pour le moment, on a une majorité de C, donc c'est-à-dire 70 tonnes, et quelques B d'accord, qui très bien. suivent de près. D'accord. Ok. Eh bien, Donc, la bonne avec de réponse, 30 tonnes. c'est bien. La réponse, c'est on est à plus de 70 tonnes de déchets produits dans le monde par seconde. Donc, je vous laisse imaginer les montagnes de déchets. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo humoristique de Antoine Répessé qui voilà, a mis en scène l'absurdité de notre monde face aux déchets. Alors, pourquoi tant de déchets? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, le premier problème, c'est que on vit dans un monde qui est extrêmement mal conçu. Donc, c'est avant tout et surtout un problème de conception. D'après la Commission européenne, 80% des impacts d'un produit ou service se définissent à l'étape de conception. Ce qui veut dire c'est que on conçoit un produit, on l'industrialise, enfin, on le fabrique et ensuite on le vend, mais on ne se pose jamais la question du devenir du produit. Donc souvent,
enfin, malheureusement, très souvent, le produit est pensé de manière complètement hors sol. Le deuxième problème, c'est qu'il y a une volonté pour doper la viabilité du modèle d'affaires, c'est l'obsolescence programmée. Alors, il y a différents types d'obsolescence. Il y a l'obsolescence psychologique, technique et l'obsolescence indirecte, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Deuxième question. À votre avis, pour assurer le mode de vie actuel de chaque Français, combien de planètes nous faudrait-il? Là, je vous invite à écrire la réponse et je veux bien que Adélie me partagiez. Ouais. J'attends vos réponses avant de faire une petite synthèse. Alors, 2,8, on va jusqu'à 4, on a dit 3,2, des 4,1, récurrence Alors, de 2,8. D'accord. Eh bien, la bonne réponse est le 2,7. Ça veut dire que la France a besoin de 2,7 planètes. Et si on prend d'un point de vue de moyenne, d'un point de vue mondial, eh bien, on est à quasiment 2 planètes. Ça veut dire que nous, les terriens, terriennes, nous vivons déjà à crédit. Et donc, on est en train de déposer, j'ai envie de dire, le dépôt, enfin, un dépôt de bilan, non pas financier, mais planétaire au niveau des ressources. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais c'est juste histoire de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ces situations. Alors, effectivement, on est face à un bug, on a franchi un certain nombre de limites planétaires sur les 9, il y en a déjà 6 qui ont déjà été franchies, à savoir l'effondrement de la biodiversité, le changement climatique et bien d'autres encore. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Alors, pour arriver à ces situations, il faut qu'on rétropédale sur le modèle dominant de notre, enfin, le modèle dominant des entreprises. Ce qui se passe, c'est que pour un bien, on est dans une logique d'économie linéaire. J'extrais de la matière première, donc des ressources naturelles non renouvelables la plupart du temps. Ensuite, j'entre dans une logique de fabrication. Ensuite, je vais distribuer le produit. Enfin, je vends le produit et on passe à la phase d'usage du produit. Et enfin, on jette le produit. Donc là, on est typiquement dans une logique linéaire qui est complètement dégénérative. Alors, les conséquences, c'est que on se heurte de plus en plus à l'épuisement des ressources naturelles, à toutes les formes de pollution de l'air, des sols, de l'eau. On parle, alors j'aurais pu mettre effondrement de la biodiversité plutôt que dégradation de la biodiversité, et en plus, on dégrade les conditions de travail des uns et des autres, et on dégrade la santé. Autrement dit, on a tout faux. Sans oublier que les entreprises, en tout cas les activités humaines, contribuent au réchauffement climatique, lequel entraîne le changement climatique en plus de l'effondrement de la biodiversité. Alors, aujourd'hui, le modèle d'affaires dominant, l'obsession, c'est de gagner de l'argent coûte que coûte. C'est normal puisqu'on doit assurer la viabilité de l'entreprise. Alors, c'est un business model Canvas qui a eu
qui a fait fureur au moment de sa sortie et qui a été mis au point par deux Américains, Alexander Osterwalder et Yves Pigneur. Et donc, ils ont modélisé comment une entreprise crée de la valeur, distribue et gagne en valeur. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail de ces business models, mais ce qui m'intéresse, c'est de vous partager ces conséquences, enfin, les impacts. Les impacts du modèle économique qui est très focalisé sur le chiffre d'affaires, eh bien, c'est que bon, je vous l'ai déjà dit, on exploite des ressources vierges qui sont limitées, on génère des impacts négatifs sur les écosystèmes vivants non humains. Le modèle le modèle d'affaires est basé sur une source de revenus souvent unique, reposant très souvent sur la propriété, c'est-à-dire je vends et le client est propriétaire du produit. On s'intéresse pas au devenir du produit. Donc, il y a une réelle perte de la valeur une fois qu'on a fourni le produit. Alors, comment sortir de cette impasse? Eh bien, le design peut être en grande partie une réponse, mais ce n'est pas la réponse, puisqu'on a besoin de diversité de profils, d'ailleurs de biodiversité des profils, pour rendre viable, plus respectueux le modèle d'affaires d'une entreprise. Alors, le design, en un mot, c'est une pratique qui s'appuie et qui s'empare des médias multiples, qui utilise des médias multiples, c'est par exemple le design de produits, le design d'espace, voilà, design d'objets, design de services. Et donc, le design comprend des savoirs, des méthodes, des techniques. Il ne se résume pas simplement à la création d'objets, d'espaces, d'expériences séduisantes. C'est bien et avant tout, surtout, un outil extrêmement puissant, surtout pour questionner, repenser et améliorer le monde qui nous entoure. Je ne sais pas qui a dit cela, mais face à une question, l'ingénieur aura tendance à y répondre, tandis que le designer va déconstruire la question, prendre le temps de comprendre la question. C'est vrai qu'il y a une phase importante, c'est chercher à comprendre les problématiques, en tout cas les besoins et les frictions que rencontrent les utilisateurs avant de concevoir le produit. Alors, désormais, le design devrait s'appuyer sur les 4 piliers que je vous partage, à savoir la viabilité, la désirabilité, la faisabilité et la circularité. La viabilité, c'est évidemment ni plus ni moins comment gagne-t-on de l'argent avec le produit qu'une entreprise cherche à créer. La désirabilité, c'est vraiment comprendre les besoins réels, les besoins cachés de nos clients et comment concevoir donc une expérience d'usage qui soit la plus désirable et qui répond réellement aux problématiques de nos clients. Parce que souvent, justement, avec le design thinking, on s'appuyait sur la viabilité, désirabilité, faisabilité. Et donc, il y a une forme de perversion du design, c'est-à-dire susciter des faux besoins en proposant des produits qui sont pas, voilà, qui créent des faux besoins. Donc là, avec ces 4 piliers, on va donc beaucoup plus loin. Donc, je vous ai parlé de la désirabilité. Concernant la faisabilité, là, on va se poser la question de quelles sont les ressources humaines
dont je dispose pour réaliser le produit, mais il y a aussi la question des pressions réglementaires à tenir compte, donc les lois, l'évolution des lois, mais c'est aussi quelles sont comment dire, les tendances technologiques, les ressources techniques et technologiques, et évidemment les ressources humaines dont j'ai besoin. Et enfin, la circularité, c'est prendre en compte les ressources naturelles dont j'ai à disposition, enfin que j'ai à disposition euh, dans mon entourage, je veux dire en tant qu'entreprise, qu'est-ce que j'ai autour de moi sur le territoire, en tout cas sur le territoire et territoire voisin. Donc là, on est, quand je parle de circularité, on est dans une logique de co-développement avec les écosystèmes vivants non humains. Alors, pour aller vers le design circulaire et régénératif, alors il ne s'agit pas de trajectoire comme pourrait faire croire le schéma, mais il s'agit de tendre de plus en plus à aller au-delà de générer des impacts, enfin pardon, je me reprends. Il s'agit d'éviter la génération d'impacts négatifs sur les milieux naturels, mais il s'agit surtout de tendre vers la préservation, la contribution à la régénération des écosystèmes. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de co-développement de l'entreprise avec la nature, avec un grand N, dont les humains font partie. Alors, je vous citerai quelques exemples, hein, vous allez voir. Hein. Est-ce que, si vous voyez ma souris, alors pardon, avant de vous demander, là, vous avez donc une représentation de ce qu'est l'économie circulaire qui est ni plus ni moins sorte de représentation en boucle vertueuse. Et l'objectif, c'est, comme vous l'avez compris, de réduire les impacts négatifs, en tout cas de réduire le plus possible les impacts négatifs, d'éviter le plus possible les déchets et surtout de chercher à donner une longue vie aux produits que nous consommons. Est-ce que vous pourriez me dire quel serait le premier verbe d'action de cette icône? Alors, pardon, là, vous voyez, je vais aller chercher des ressources renouvelables, sinon les ressources secondaires issues de la récupération, du recyclage, et on a évidemment la phase de production comme on retrouve dans la chaîne de valeur de l'économie linéaire, sauf qu'on pense en boucle vertueuse. Donc, quel serait à votre avis le premier verbe d'action? Là, je ne pourrais pas voir votre réponse, mais vous pouvez écrire la réponse. Adélie, je compte sur vous. À votre avis, quel pourrait être le premier verbe d'action de cette... Ne soyez pas timide. Oui, Comment? ça arrive. Non, il n'y avait pas de réponse pour l'instant. Réutiliser, réemployer, recycler. Effectivement, la bonne réponse est bien réemployer. À votre avis, quel serait le deuxième verbe d'action après le réemploi? Changer l'usage,
Réparer, réutiliser, Effectivement, allonger c'est la bien, durée de vie, effectivement, c'est réparer. bien la bonne réponse, c'est réparer. Donc, après l'usage, on va réemployer, réparer. Quel serait, à votre avis, le, l'autre verbe d'action qui représente cette étape? Refabriquer. Effectivement, c'est bien refaire, refabriquer. Et enfin, je pense que tout le monde connaît cette icône. Recycler. Oui, recycler. Et avant de passer à la slide suivante, à votre avis, euh, cette, euh, quel serait le verbe qui représente cette icône qui permet d'englober, enfin, qui comprend les différentes étapes pour lesquelles vous avez donné les bons verbes d'action? On a eu régénérer, qui Ah apparaît. Oui, oui, pardon, effectivement. merci. Régénérer, effectivement, c'est bien régénérer. Alors, là, je voudrais vous parler d'une coopérative qui s'appelle Common. Alors, j'ose pas trop changer de site web, enfin de changer d'écran parce que ça me fait perdre un peu de temps. Alors, Common, ça s'écrit C-O-M-O, pardon, c'est C-O-M-M-O-W-N, Common. En fait, c'est une société coopérative de l'électronique sobre et engagée. Donc, ils sont dans une démarche du numérique plus sobre, plus responsable. L'idée, c'est que, enfin, leur objectif, c'est de faire durer le plus longtemps l'usage, de faire durer plus longtemps l'usage du produit, donc réemployer. C'est aussi faire durer le plus longtemps le cycle de vie du produit par la réparation, la maintenance, et c'est aussi donner une seconde vie, une troisième vie aux différents produits que sont les téléphones portables, les ordinateurs, que propose Common en location. Donc là, on sort de la logique de propriété du produit. Je prends un abonnement chez Common pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Et alors, soit je peux devenir propriétaire au bout de 2-3 ans, mais leur objectif, c'est surtout et avant tout la location. Et si au bout de 2-3 ans, j'ai un besoin d'upgrader mon ordinateur, eh bien, Common s'engage à augmenter les performances de mon ordinateur, donc je ne change pas d'ordinateur. Donc, c'est vraiment une logique de faire durer le plus longtemps possible les produits. Et justement, parmi les produits qu'ils proposent pour les téléphones portables, ils proposent le Fairphone. Alors, ce qui est intéressant avec la marque Fairphone, c'est que c'est l'une des premières, c'est l'un des premiers appareils de téléphone qui a été pensé en mode, qui a été conçu en mode modulaire pour pouvoir permettre de réparer facilement, en tout cas de remplacer facilement certaines pièces du, du téléphone. Alors généralement, c'est les pièces qui sont les plus, qui s'abîment le plus vite possible, mais qui sont aussi accessibles pour le remplacement. C'est-à-dire que n'importe qui détient les Fairphone peut remplacer de lui-même la pièce défectueuse. Après, pour les pièces plus complexes, là, il faut passer par Common pour qu'elles prennent en charge la réparation. Donc là, on est vraiment dans une logique de boucle vertueuse pour éviter, en tout cas pour réduire le plus possible
les impacts négatifs sur les milieux, sur les écosystèmes naturels. Voilà pour le premier exemple d'entreprise common qui s'est associée avec Fairphone et pour les téléphones portables et d'autres marques d'ordinateurs qui sont considérées comme responsables. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela? Tout ça pour dire que ce qui est triste, c'est que il y a énormément de produits qui sont conçus de manière complètement hors sol. Donc là, avec le design circulaire et régénératif, eh bien, on va partir des besoins réels des clients, c'est-à-dire prendre le temps de comprendre les usages possibles, le contexte d'usage, la fréquence d'usage, les frictions que pourrait rencontrer l'utilisateur dans l'usage d'un produit. Là, on est typiquement dans une démarche design. Eh bien, on va, en plus de la prise en considération des besoins réels de l'utilisateur, pour justement proposer un produit qui répond aux justes besoins. Ça, c'est fondamental, le juste besoin. Parce que c'est malheureusement le contraire pour de très nombreux produits, mais il y a quand même une évolution des mentalités. Et ce qui est important, c'est que quand on conçoit un produit, on doit tenir compte, évidemment, c'est ce que je disais précédemment, de la disponibilité des ressources naturelles, mais aussi des ressources humaines, en termes de ressources, en termes de ressources immatérielles que sont les connaissances, les expertises. Est-ce que j'ai des expertises le plus localement possible? Oui, non, etc. Et enfin, il faut prendre en considération le business model qui est finalement au centre de l'écosystème, donc en tenant compte les ressources naturelles et les ressources humaines. L'entreprise s'inscrit dans un écosystème avec des partenaires qui sont des acteurs tant privés que publics. Et donc là, il y a une logique de coopération qui est extrêmement importante, puisque face à l'impératif écologique et climatique, la coopération est plus que jamais nécessaire, puisque il y a une entreprise seule ne peut pas assumer toutes les responsabilités dans la prise en charge des externalités négatives. Donc, elle a besoin de ces acteurs, des partenaires, pour être en mode co-responsabilité dans la prise en charge de la réduction des impacts négatifs sur les écosystèmes vivants. Donc là, je vais vous parler, pour illustrer, du modèle d'affaires circulaire. Donc là, il s'agit d'un outil qui s'appelle le Circular Canvas, qui a été mis au point par l'agence de design Circulab, qui est parti du business model Canvas que je vous ai montré précédemment. Et j'ai mis en exergue les nouvelles cases qui viennent enrichir le modèle d'affaires pour pouvoir penser en boucle vertueuse, c'est-à-dire comment éviter les déchets, comment circulariser les flux de matières premières, mais aussi comment circulariser la consommation d'énergie, etc. Donc là, on va entrer un petit peu dans le détail du Circular Canvas. Alors, il y a une case qui est extrêmement importante sur ce Circular Canvas, c'est la case mission qui n'existe pas sur le Business Model Canvas, qui pour moi est vraiment la colonne vertébrale de l'entreprise. On doit se poser la question, mais au fait,
pourquoi est-ce que une entreprise existe? Pourquoi est-ce qu'une organisation existe? Quelle est sa raison d'être? Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, la raison d'être d'une entreprise, c'était une raison purement économique, à la fois pour voilà, faire du chiffre d'affaires, mais aussi pour salarier ses employés, etc. Mais c'est un rôle qui est extrêmement, enfin, une mission qui est très, très réduite. Désormais, une entreprise ne peut plus se contenter de ce rôle économique puisque nous avons vu précédemment tous les impacts que génère l'obsession de la rentabilité coûte que coûte. Donc, la mission, c'est pourquoi est-ce que l'entreprise existe? C'est donc pour répondre à un besoin réel de l'entreprise. Ça veut dire qu'il y aura il y aura des entreprises qui vont disparaître du marché parce qu'elles ne répondent pas à des besoins réels et elles sont dans l'impasse économique et écologique. Donc, la mission, elle donne une direction, une vision, une raison d'être, une cohérence à l'entreprise, mais aussi une cohérence par rapport à l'engagement tenu par l'entreprise, mais aussi une cohérence aussi par rapport aux partenaires qui travaillent avec l'entreprise. Donc, une fois qu'on a déterminé la mission, par exemple, la mission de Patagonia, c'est qui vend des vêtements, alors c'est une marque américaine qui vend des vêtements recyclés. Patagonia, c'est de vendre des produits tout en... enfin, c'est fournir, pardon, un confort entre guillemets thermique, c'est-à-dire avoir des vêtements chauds quand on sort, mais c'est aussi tout en préservant la santé des écosystèmes vivants. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte de réduire le plus possible les impacts négatifs. Donc là, ils sont déjà en co-développement avec les écosystèmes naturels. Voilà pour un exemple parmi d'autres qu'est Patagonia. J'aurais pu prendre une marque française, mais c'est parce que c'est l'une des premières, dès les années 70, à se pencher sur la question écologique. Alors, je vais entrer dans un autre niveau de détail. Là, je suis dans le cœur du Circular Canvas. Donc là, on a vu la case mission. Et là, on retrouve effectivement les cases classiques de quelles vont être les ressources internes et les ressources, comment dire, en termes de les ressources humaines dont j'ai besoin en interne et les ressources humaines externes, c'est-à-dire auprès des partenaires qui seraient sur le territoire. Mais en tout cas, la mission, elle doit répondre à la proposition de valeur qui doit tenir compte des besoins réels des utilisateurs, sachant que chez les utilisateurs, il y a une diversité de profils et compte tenu du profil de l'utilisateur, on lui associe un contexte d'usage bien précis. Et donc, la proposition de valeur, elle est évidemment importante puisqu'on doit tenir compte de comment cette valeur va être perçue par les utilisateurs et comment je vais gagner de l'argent avec cette proposition de valeur. Et donc, il va falloir tenir compte de comment je veux faire durer le produit une fois que le produit se trouve entre les mains alors, pardon, quand je dis produit, ça peut être bien physique ou service. J'aurais dû préciser plus en amont. Je regarde l'heure parce que je vois que l'heure tourne. Donc, l'usage suivant, on est dans les réflexions autour de l'allongement de la durée de vie de l'usage du produit, mais aussi la durée du cycle de vie du produit. Et donc, lors de la conception, on doit tenir compte des ressources naturelles dont je dispose
les ressources techniques et enfin les ressources énergétiques. Les ressources techniques, c'est une ressource naturelle transformée. Par exemple, je récolte pour un jean, je récolte du coton, je vais, à partir du coton, produire du fil. Et pour produire le fil, j'ai besoin de machines. Donc là, on est dans les ressources techniques. Et pour fabriquer le jean, ben, j'ai besoin de, de pétrole, de, de l'énergie, pourquoi pas solaire, etc. Enfin, alors c'est assez classique, on se pose la question sur les flux économiques que sont comment dire, les revenus et les dépenses qui sont associées à chaque colonne du circular canvas. Et enfin, et ça c'est extrêmement important, ça c'est complètement nouveau, c'est la prise en considération de la génération des impacts tant positifs que négatifs d'un point de vue social, environnementale et économique. Voilà. Alors, je vais illustrer par quelques exemples inspirantes. Vous savez, quand je vous ai parlé des 4 piliers du design circulaire et régénératif, à un moment, je vous avais dit que dans la démarche du design thinking, qui s'appuie sur les 3 premiers piliers, à savoir viabilité, désirabilité et faisabilité, je pense par exemple à l'entreprise Nespresso. Au moment de sa sortie, avait sorti une machine à café avec des capsules à café. Lors de sa sortie, Nespresso n'avait pas du tout pris en compte la dimension de la circularité. Et c'est grâce à la pression des associations de consommateurs que Nespresso, enfin Nescafé, a dû revoir la conception pour rendre biodégradables les capsules de café pour éviter les déchets et, et également penser à s'il y a des clients qui n'achètent pas des capsules biodégradables, mais encore des capsules en aluminium, mais c'est aussi de penser le parcours utilisateur du client. Une fois qu'il détient comment dire, une fois qu'il a utilisé les capsules de café en aluminium, eh bien, il va falloir penser la récupération des capsules de café, les capsules de café en aluminium, parce que Nescafé pourrait récupérer et donc valoriser ces déchets. Alors, il y a une entreprise basée en Suisse qui s'appelle Coffee Bee, qui est allée beaucoup plus loin. Alors, moi, je m'adresse au contexte de l'entreprise qui a besoin de beaucoup de café, hein, comme voilà, dès le matin au bureau, on a besoin de café, enfin pour beaucoup d'entre nous peut-être. Et donc, Coffee Ball s'est emparé justement de la question de la circularité, en tout cas de la prise en compte de la dimension écologique, enfin environnementale. Eh bien, Coffee Ball fournit une boîte en carton dans laquelle on a ces fameuses boules de café et on met la boule de café au sommet de la cafetière et hop, on prend son café. Donc là, il y a 0 déchet. Alors, il y a le marc de café qui est tout à fait récupérable et qu'on peut mettre soit dans le compost, soit directement voilà, dans la terre. Donc là, il y a vraiment une réflexion depuis le début du produit, en tenant compte justement de l'écosystème, tant au niveau des ressources naturelles, ressources humaines, et prendre en compte la fin de, entre guillemets, la fin de vie du produit. Voilà. Donc là, je
vous aurez l'occasion, parce que vous aurez le support, donc vous aurez l'occasion euh, de voir comment le circular, c'est moi qui l'ai rempli à partir d'une recherche documentaire sur cette entreprise Coffee Bee qui est basée en Suisse. Mais en tout cas, au niveau des impacts positifs, ils sont dans la préservation d'emplois locaux, tant du côté des producteurs locaux en Amérique latine, et voilà, ils sont dans le respect des droits éthiques et des droits du travail. Donc, ils sont dans une production responsable et régénérative, parce que malheureusement, la production de café est en partie à l'origine de la dégradation de la biodiversité. Alors, il n'y a pas que le café, hein, il y a aussi le chocolat, etc. Donc, il y a une prise en compte de la préservation de la biodiversité. Donc, la question de la régénération, elle est fondamentale dans leur approche. Et ils cherchent aussi à émettre le moins possible de gaz à effet de serre. Et dans la case usage suivant, on encourage, alors l'espresso, elle le fait aussi également, mais il y a une pédagogie sur le fin de vie du produit, en l'occurrence le marc de café, et il y a aussi une logique de récupération aussi de la part de Coffee Bee, de ces marques de café, notamment auprès des entreprises. Alors, un autre exemple d'entreprise, je pense à une entreprise bretonne qui s'appelle Fil et Fab, qui valorise les déchets de filets de pêche défectueux. Alors, il se trouve qu'avant Fil et Fab, il y a la marque américaine qui s'appelle Interface, qui déjà, dès les années 90, a eu une idée géniale, c'est de produire de la moquette, surtout des dalles de moquette, puisque au lieu de jeter toute la moquette, eh bien, on change une ou plusieurs dalles défectueuses de moquette. Et ces dalles de moquette ont été et continuent à être produits à partir des filets de pêche défectueux. Alors, Fil et Fab, eux, leur logique commerciale, c'est de valoriser tout filet de pêche pour extraire en fait la matière, et à partir de cette matière, ils peuvent répondre aux besoins des utilisateurs. Voilà, c'est pour fabriquer des contenants, toutes sortes de contenants. Donc là, il y a vraiment une logique de coopération entre Fil et Fab et l'entreprise qui a un besoin bien précis. Donc là, il y a vraiment une revalorisation d'une matière qui existe déjà. On parle de matière secondaire par opposition à matière première. Et donc là, il y a vraiment une logique de coopération, et c'est pour ça que j'ai mis en exergue les cases. Je continue. Alors, je voudrais vous parler d'une entreprise pour illustrer l'approche de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Dumont Énergie pour que vous compreniez bien cette approche qui va prendre de l'ampleur. Moi, je fais un pari sur l'avenir que ça va exploser la logique servicielle et la logique de coopération. En tout cas, je vais illustrer mon propos avec l'exemple de Dumont Énergie. Alors, Dumont Énergie, le contexte initial, c'est que face à la concurrence de plus en plus forte de vente des chaudières et des chauffe-eau, Dumont Énergie s'est retrouvé à réduire les marges le plus possible pour générer du chiffre d'affaires. Le problème, c'est que la concurrence continue à vendre des produits toujours moins chers. Il y a un moment où les marges sont incompressibles, et donc le directeur ne pouvait pas non plus demander aux employés d'augmenter la cadence du travail, au risque de détériorer
la santé. D'ailleurs, la question de la santé, elle est fondamentale dans l'approche de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, parce que mauvaise santé dit mauvais chiffre d'affaires à moyen terme et aussi à court terme. Alors, mauvaise santé des travailleurs, mauvaise santé de l'entreprise et en plus, mauvaise santé de la planète dans une logique d'économie linéaire, j'entends. Donc, la préservation de la santé, elle est extrêmement importante parce que plus les gens sont en forme, plus on va produire des produits de qualité. Mais surtout, je voulais attirer votre attention sur le fait que le directeur du Dumont Énergie, face aux limites de son modèle économique qui comprend le modèle de gouvernance, le modèle de revenus, le modèle de la valeur. En plus, il s'intéresse enfin, il se préoccupe des enjeux économiques et il voit bien que il est absolument, enfin, il n'est pas possible de concilier logique d'économie linéaire et préoccupation environnementale, puisque le modèle économique est basé sur une logique du volume de vente des biens. Non, c'est-à-dire vendre toujours plus de chaudières, etc. Donc, ça veut dire que plus je vends des chaudières et des chauffe-eau, plus j'exploite de la ressource. Donc, il est sorti, donc le directeur est sorti Dumont Énergie, Didier Dumont, pardon, est sorti de cette logique pour proposer un service, en l'occurrence, le confort thermique. Donc, alors, il continue à vendre des chaudières et chauffe-eau, mais là où il gagne de l'argent, c'est autour des services. C'est comment je vais fournir du confort thermique à l'entreprise, à un particulier qui est propriétaire d'une maison. Par exemple, le particulier, il croit avoir une panne de chaudière. On envoie un commercial accompagné d'un réparateur. Le réparateur va jeter un œil. Il dit, bon, finalement, il n'y a pas de panne, il y a un mauvais usage de la chaudière. Le commercial, lui, va chercher à comprendre comment le client pourrait faire des économies d'énergie et donc des économies au sens financier. Donc, vous voyez, il y a un glissement de la valeur qui était autrefois basée sur la vente du produit vers la valeur basée autour des services qui entourent le bien en question, à savoir la chaudière au chauffe-eau. Et donc, on va chercher à générer ce qu'on appelle des effets utiles, c'est-à-dire des bénéfices vraiment intéressants, à savoir l'économie de l'énergie et l'économie au sens financier. Pardon, excusez-moi, je me répète parce que je réfléchis en même temps. Je continue donc. Donc la contractualisation, elle est basée sur les services rendus autour de la performance d'usage, justement, le confort thermique, économie d'énergie, et on va chercher aussi à allonger la durée de vie des équipements. Et donc, ça nécessite forcément une logique de coopération entre l'entreprise avec le client pour bien comprendre ses besoins réels, mais aussi avec les fournisseurs partenaires qui vont être dans la même logique, à savoir comment atteindre le confort thermique, comment offrir du confort thermique. Donc, il y a une réflexion globale. Par exemple, sur les chantiers de rénovation thermique, Dumont Énergie va fluidifier le chantier entre les différentes expertises, parce que souvent sur un chantier, il y a des dérapages liés à un manque de communication, et puis chacun travaille en silo. Et justement, là, c'est complètement désiloté. On travaille vraiment tous ensemble. Voilà pour illustrer. Je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est ma passion. Mais je m'arrête là. Alors, je vais passer très rapidement sur un autre outil développé par Circulab,
Là, je vous rappelle la représentation de ce qu'est l'économie circulaire, qui est à voir comme des boucles vertueuses pour circulariser les matières premières, les ressources. La valeur monétaire, vous l'avez compris, elle est vraiment basée sur les services autour de la performance d'usage, sur la circularité de la matière première, mais à transformer en matière secondaire, c'est-à-dire revaloriser les pièces détachées. Et si on ne peut plus revaloriser les pièces détachées, le recyclage est vraiment un dernier recours. Donc, dans la chaîne de valeur circulaire, là, c'est un autre outil développé par Circulab. Alors, en fait, pour chaque étape, on va se poser un certain nombre de questions. Alors, rapidement, on a l'étape centrale. Alors, donc là, il y a 8 étapes. Mais en fait, l'étape centrale, c'est la conception. Bon. Alors, je dis rapidement, la première étape, c'est la sélection des ressources. Alors, on parle moins d'extraction, mais surtout vraiment de sélection des ressources dont j'ai à ma disposition. Ensuite, on a l'étape de fabrication du produit, la distribution, l'usage, la maintenance, la réparation, la collecte pour revaloriser justement, redonner une deuxième et troisième vie, donc c'est la régénération. Et vous voyez que la conception, elle est complètement centrale. Ça veut dire que dès la phase de conception, on se pose déjà les questions sur la fin de vie du produit, sur comment on va chercher à faire durer le plus possible l'usage du produit et la durée de vie du produit, tout en tenant compte des besoins réels des utilisateurs. Donc, ça demande comment dire, à être vraiment très près des utilisateurs. Et, et donc, justement, pour illustrer mon propos, je voudrais vous parler de Mobion, qui est d'ailleurs dans une logique d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Alors, Mobion, moi j'adore leur slogan, ils sont dans une logique de pérennité programmée. Alors, ils louent des scooters électriques auprès des entreprises, et ils font appel à de la main-d'œuvre, c'est des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc là, il y a un bénéfice d'un point de vue développement économique sur le territoire. Donc Mobion est vraiment ancré dans le territoire. En plus de la location du scooter et en plus de l'éco-conception du scooter, il récupère plus de 80% des pièces à détacher pour refabriquer un scooter. Ils sont vraiment dans une logique de circularité de matières secondaires, et ce, de manière le plus localement possible. Alors, pour conclure, puisqu'on va passer à la phase des questions, pour conclure, ce qui est important, je vous ai déjà montré ce schéma, c'est vraiment de considérer le produit dans son système, en tenant compte de la disposition des ressources naturelles, mais aussi des ressources humaines, et ce, dans une logique de coopération, afin de réduire ensemble les impacts négatifs et surtout contribuer ensemble à la régénération des écosystèmes vivants. Voilà la conclusion. Est-ce que... Ah oui, pardon, Adélie, c'est à vous. Alors oui, je termine le partage d'écran. Merci Annabelle pour cette présentation. Je voulais ajouter un petit complément. On a parlé tout à l'heure de partenariat de Bretagne Compétitivité avec l'ADEME et la région Bretagne. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'explication de ces aides, mais sachez qu'on peut vous aider pour explorer les sujets dont on vient de parler et les accompagnements à toute étape de votre réflexion. Hein, que ce soit au niveau de la génération d'idées, voilà, si vous avez besoin d'être stimulé, jusqu'à justement faire des investissements en lien avec des sujets d'économie circulaire ou d'économie de la fonctionnalité.
Voilà, je ne détaille pas ce qu'il y a dessus parce que ça dépend de plein de paramètres, mais sachez qu'il y a des aides de l'ADEME et de la région pour vous aider à mettre en œuvre vos projets de transformation écologique. Voilà, alors ce qu'on va peut-être passer juste à la slide d'après, parce que on sait que dans les questions-réponses, il peut y avoir un peu de monde qui part, qui a besoin de partir. On vous remercie. Loubna, si tu peux mettre la slide. J'essaye, mais j'ai un petit souci technique. Ah, Hop, je vais faire comme ça. voilà. On vous a mis nos coordonnées pour nous joindre donc sur cette slide, Adélie et Loubna. Si vous avez besoin de partir un peu plus tôt, on vous remercie vivement de nous donner votre avis sur ce webinaire via le QR code que j'ai mis sur cette slide ou le lien que je vais poster dans le chat. Mais sans plus attendre, on va également ouvrir les micros et les caméras pour ceux qui le souhaitent, pour pouvoir bien évidemment échanger tous ensemble. Luna, est-ce que... Ouais, Alors, je peux déjà dire, j'avais vu une question dans le chat tout à l'heure intéressante, quand vous avez parlé de notion de faux besoins. Il y a une question dans le chat qui disait, la notion de faux besoin n'est-elle pas une notion politique ou sociétale? N'est pas une politique, n'est pas une, pardon, n'est pas N'est une pas notion. une notion politique ou sociétale plus que entre les mains de l'entreprise ou de la création de faux besoins dans le cadre de ce que vous expliquez sur les faux besoins dans le cadre du design. C'est surtout une logique commerciale, hein. C'est vraiment du côté de l'entreprise, hein. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des grosses voitures, des SUV, qui pèsent 2 tonnes alors qu'on transporte une personne de 80 kilos? Voilà, parfois, il y a des besoins qui ne sont pas toujours pertinents. Euh, voilà, se retrouver avec une voiture qui pèse 2 tonnes, c'est, face à l'impératif climatique. Alors, encore une fois, il faut toujours considérer hem, vraiment à la perspective, de l'enjeu, environnemental, qui est à l'œuvre. Heu, il y a, il y a des produits, pour lesquels il va falloir, renoncer parce que ça ne répond pas réellement à un besoin réel. Super. On a une autre question concernant des autres exemples en Bretagne d'entreprises engagées dans des démarches circulaires. Est-ce que... Oui, bah, il y a par exemple alors j'ai pensé aussi à Algopac, qui est basé à Saint-Malo, qui produit, entre guillemets, «du plastique biosourcé» à partir, à partir des algues. Et Algopac, alors, c'est incroyable parce que, je suis de près Algopac depuis presque 15 ans. Ils ont eu énormément de difficultés à se, comment dire? À se positionner déjà à l'époque dans les années, 2000 et quelques, puisque c'est à la faveur d'une lecture, je crois dans Le Monde Libération, que je suis tombée sur cet article, qui parle de Algopac et de sa démarche, écologique. Et aujourd'hui, je pense que ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Après, il y a, d'autres startups qui s'emparent du sujet en se posant la question: «Comment éviter les matières pétrosourcées pour aller, vers, l'exploitation de la biomasse», et cetera. Donc voilà, Algopac, c'est un excellent exemple d'économie circulaire. Il y a aussi, alors d'autres exemples bretonnes, enfin j'en ai plein, mais là, d'un seul coup, j'ai Bah, un trou de mémoire.
Nous, on va être plus, on va peut-être pas citer tous en effet. Au début, Loubna a présenté Chrysalide Écoactivité, qui est en effet en Bretagne un accompagnement et un dispositif d'émergence et de mise en visibilité de projets écoactifs. Donc, pareil, on va vous mettre le lien pour aller regarder tous les projets qui existent, parce qu'en effet, en économie circulaire, on peut choisir par catégorie, et dont l'économie circulaire. Donc, ça vous donnera aussi plein d'explications, enfin, plein d'exemples plus tout proches de nous. Et il y a une personne qui a partagé dans la conversation un site internet économie circulaire 56, donc, que je n'ai pas été voir, mais qui référence peut-être les entreprises morbihanaises. Voilà. Effectivement. Très bonne référence. Est-ce qu'il y a d'autres questions des personnes qui souhaitent prendre la parole? N'hésitez pas si vous avez besoin de précisions par rapport à ce qui a été dit. Alors, il y a une vas-y. Je la lis. Alors, de David, est-ce le rôle du consommateur ou de l'industriel? Au-delà de l'aspect purement économique, l'industriel répond à une demande. Alors oui, si l'offre n'était pas proposée, le consommateur n'en achèterait pas. Certes, il y a un changement de paradigme par des prises de conscience, ce qui n'est pas forcément une question purement générationnelle. Alors peut-être, David, est-ce le rôle du consommateur ou de l'industriel? Peut-être de préciser. Je ne sais pas si c'est compréhensible pour toi, Annabelle, Alors, la question. je vais essayer de répondre d'après ce que je comprends. En fait, moi, je parlerai de co-responsabilité entre les entreprises, les consommateurs et l'État. C'est les trois piliers d'une co-responsabilité pour résoudre l'enjeu écologique. On ne peut pas rejeter la responsabilité sur l'un des trois uniquement, parce que là, on va rester dans un cercle vicieux de l'inaction. Donc, pour faire éclater ce cercle vicieux de l'inaction, il va falloir, on a besoin de tout le monde, il va falloir s'appuyer sur les consommateurs qui doivent développer une démarche responsable, également les industriels et enfin l'État. Alors l'État, c'est à travers les lois, à travers les campagnes. Le consommateur, eh bien, ça peut être le boycott, c'est refuser, renoncer. L'industriel, c'est également renoncer, c'est repenser la conception du produit pour pouvoir co-développer avec les écosystèmes vivants. Quand je dis co-développer, c'est au-delà d'éviter de dégrader l'écosystème vivant, c'est donc préserver, mais c'est surtout de contribuer à la régénération, c'est-à-dire ne pas récolter au-delà du stock naturel qu'offre le sol. Quand je parle des fruits, il y a les poissons, par exemple, on parle de surpêche. Le problème, c'est que à force de surpêcher, un jour, on n'aura plus de poissons. Donc, on n'aura plus d'emploi. Donc, on va tuer la pêche artisanale et la pêche industrielle, puisque la pêche industrielle est malheureusement lourdement responsable de la surpêche. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. Donc, il y a et donc, par rapport à la pêche, le consommateur peut très bien renoncer à acheter du thon qui vient de l'autre bout de la planète, par exemple. Et il peut acheter du thon qui est issu de la pêche responsable. Merci, Annabelle. Merci. Une question. Comment inciter les entreprises à créer des produits plus circulaires selon vous et quel est le rôle du designer là-dedans? Alors pour moi, alors là, il y a deux questions. Alors, comment inciter les entreprises? Alors, il y a deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que les consommateurs sont de plus en plus exigeants.
plusieurs sondages confirment que les consommateurs sont sont préoccupés plus qu'on ne pense par rapport à l'enjeu climatique. Alors, c'est vrai qu'il y a un paradoxe chez les consommateurs. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en tout cas, il y a une préoccupation et donc une envie d'être plus responsable dans l'achat des produits que je vais consommer. Donc là, il y a une pression du côté des consommateurs et une pression réglementaire qui va s'amplifier. Vous avez peut-être entendu parler, mais au niveau de l'Europe, il y a la CSRD qui va beaucoup plus loin que l'enjeu de la RSE, les responsabilités sociales et environnementales. La CSRD, c'est donc une espèce de norme qui prennent en compte la question de l'effondrement de la biodiversité, et donc on parle de l'économie circulaire. Il y a plein de sujets derrière la CSRD. Il y a évidemment la question de la neutralité carbone. Donc neutralité carbone, économie circulaire, biodiversité, logique servicielle, par l'innovation servicielle. Donc, on va beaucoup plus loin que la RSE qui, justement, reste au niveau, je caricature un peu, au niveau de éviter la dégradation des écosystèmes vivants non humains. Avec la CSRD, on va vraiment vers la contribution à la régénération des écosystèmes. Alors, le rôle du designer, pour moi, il a on va dire, une lourde responsabilité, mais il n'y a pas que lui, hein. Il y a l'ingénieur, il y a l'entrepreneur. Enfin, le designer, de toute façon, c'est un médiateur pour moi, plus ou moins un chef d'orchestre. Après, ça dépend de son périmètre d'action. Mais le designer, pour moi, il doit avoir une posture qui est la suivante, c'est d'avoir une vision systémique. C'est-à-dire une vision globale des 4 piliers que je vous ai partagés. Viabilité, désirabilité, faisabilité et surtout circularité. Donc, c'est une démarche éthique responsable qui est dans une démarche complètement décilotée, donc aller au-delà des silos. Et c'est pour ça que je parle de démarche systémique, s'engager sur le moyen et surtout long terme, aider à questionner les personnes qui ont telle ou telle expertise pour prendre en compte la réduction au plus possible des impacts négatifs. Je ne sais pas si je réponds à la question. En tout cas, ça y contribue un peu. Merci. Merci. On a encore un peu de temps s'il y a d'autres questions. Vous pouvez aussi ouvrir vos micros pour prendre la parole si besoin. Si vous avez des exemples d'entreprises, des remarques pour enrichir, n'hésitez pas aussi, hein. Et s'il n'y a pas d'autres questions ou envie d'intervenir, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci beaucoup Annabelle pour ta présentation. Merci pour vos présences. On va vous transmettre, donc le webinaire a été enregistré, donc il y aura un replay et on va également vous transmettre la présentation, les différents liens qu'on a évoqués vers les événements et on remettra les liens que Adélie a pu vous mettre dans la conversation dans un mail. Si vous avez, il y aura aussi les coordonnées d'Annabelle qui vous seront transmises. Oui. Et, voilà. Et donc, nous, Adélie et moi, on est aussi à votre écoute si vous voulez nous contacter. Donc, on avait mis les mails dans la dernière slide. Voilà, donc n'hésitez pas. Et je vous remercie.
Merci à Et tous. Et Merci bonne merci journée. Annabelle. Bonne Et journée. merci Annabelle. À Merci bientôt. beaucoup. Merci beaucoup. Au Bonne revoir. journée. Au Au revoir. revoir.